Si tu ne peux pas supporter mes amis masculins, c'est ton problème, dit-elle alors qu'elle était assise sur ses genoux à la fête. J'ai dit, tu as raison. Je ne peux pas. Je me suis assis à côté d'une fille au bar et j'ai commencé à flirter. Mon ex est arrivée, furieuse. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je me fais de nouveaux amis. Tu m'as inspiré, et je suis parti avec la fille. Les basses des haut-parleurs martelaient le plancher, un battement de cœur constant et stupide pour une fête qui avait atteint son apogée 1 heure auparavant. J'étais appuyé contre l'îlot de la cuisine, sirotant une bière tiède, regardant Léa tenir salon de l'autre côté de la pièce. Elle était rayonnante, animée, le centre d'un groupe rieur qui incluait Lucas. Toujours Lucas. Pendant 3 ans, Lucas avait été l'ombre au tableau de notre relation. Juste un ami, de ses années d'université. Celui qui lui envoyait des mèmes à minuit. Celui dont les accolades de potes s'attardaient une seconde de trop. J'en avais parlé prudemment une poignée de fois. Chérie, ça me met juste mal à l'aise parfois. Tu es paranoïaque. Il est comme un frère pour moi. Il ne te regarde pas comme un frère. Oh, ça, c'est ton insécurité, Julien. Pas mon problème. Cette phrase, pas mon problème. C'était devenu son mantra, un rejet enveloppé dans un jargon psy. J'essayais de l'avaler, d'être le petit ami coulé sur de lui. Mais ce soir, l'acide de cette phrase me brûlait un trou dans l'estomac. Lucas dit quelque chose et Léa renversa la tête en arrière, riant, posant une main sur son bras pour garder l'équilibre. Puis, dans un geste qui semblait à la fois désinvolte et horriblement délibéré, elle se percha de côté sur ses genoux. Ce n'était pas une chute accidentelle, elle s'y est installée délibérément. Ses mains ne planaient pas maladroitement. Elle reposait facilement sur ses hanches, ses pouces traçant de petits cercles sur le tissu de sa robe. Un poing froid se serra dans ma poitrine. Je me suis détaché de l'îlot et j'ai traversé la pièce. Le bruit et les rires semblaient s'estomper dans un tunnel. La seule chose claire était la vue de ma petite amie s'installant confortablement sur un autre homme. Léa, dis-je, ma voix sonnant étrangement calme par-dessus la musique. On peut parler une seconde? Elle se tourna, son sourire toujours éclatant de la blague que Lucas venait de lui murmurer. Il s'assombrit légèrement quand elle vit mon visage. Mon Dieu, Julien, pas encore ça. Son ton était une annonce publique, assez fort pour que leur petit cercle l'entende. Quoi maintenant? Je fis un geste, un petit mouvement sec de la main vers elle et Lucas. Ça. C'est un peu trop, tu ne trouves pas? Elle leva les yeux au ciel, un chef-d'œuvre d'exaspération théâtrale. Elle regarda ses amis, pas moi. Vous voyez? Voilà ce que je dois supporter. Elle prit une gorgée de sa boisson, les glaçons s'entrechoquant comme une marque de ponctuation. Si tu ne peux pas supporter mes amis masculins, c'est ton problème. Lucas est juste un ami. Tu manques d'assurance. Lucas me gratifia d'un sourire narquois, ses bras formant une parenthèse possessive autour de Léa. Détends-toi, mec. On s'amuse, c'est tout. Ne sois pas ce genre de mec. Ce genre de mec. Le petit ami possessif et jaloux. Le méchant de leur histoire cool et décontracté. Pendant 3 ans, je m'étais mis en 4 pour essayer de ne pas être ce genre de mec. J'avais mordu ma langue, ravalé ma fierté, rationalisé chaque texto, chaque sortie à huis clos, chaque « oh, il est juste comme ça ». Mais en la voyant si confortablement installée sur ses genoux, en voyant la victoire suffisante sur son visage, et le mépris total sur le sien, les nœuds se sont déliés. Le brouillard de l'anxiété, le doute constant, tout s'est simplement évaporé. Ce qui restait était une vérité claire, froide et simple. Je regardais directement Léa. Je n'accordais même pas un regard à Lucas. Il était sans importance. C'était entre elle et moi. Tu sais quoi, dis-je, ma voix toujours basse, mais elle transperça la musique. Tu as absolument raison. Un petit sourire triomphant effleura ses lèvres. Elle avait encore gagné. Enfin, tu comprends. C'est mon problème, continuai-je, les mots semblant propres et nets dans ma bouche. Et j'ai décidé que je ne veux plus de ce problème. Le sourire se figea. La confusion vacilla dans ses yeux, puis l'irritation. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je tournais déjà le dos. La conversation était terminée.
La relation était terminée. La clarté était à couper le souffle. Je me dirigeais vers le bar improvisé et bondé dans la salle à manger, une étrange légèreté dans mes pas. La sensation lourde et nauséeuse avait disparu, remplacée par un espace vide et propre. Au bar, un homme tenait un monologue à une femme qui hochait poliment la tête, ses yeux cherchant une échappatoire. Elle avait un visage aimable, des yeux intelligents actuellement vitreux d'ennui. Je me glissai dans l'espace à côté d'elle, attirant l'attention du barman. Puis-je avoir un whisky? Sec. Je jetai un coup d'œil au verre de vin presque vide de la femme. Et une recharge de cabernet, s'il vous plaît. L'homme qui lui parlait cligna des yeux, agacé par l'interruption. Elle me regarda, la surprise et le soulagement dans son expression. Je lui offris un petit sourire sincère. Pas de pression, juste une porte ouverte. On dirait que vous auriez besoin d'une charge de cavalerie, dis-je à voix basse. Elle rit un vrai rire. C'était si évident? Il m'explique la blockchain depuis 15 minutes. Je crois qu'il essaie de miner ma patience. Brutal, dis-je en acceptant les verres et en lui tendant le vin. Je suis Julien. Chloé. Et vous êtes mon héros providentiel. Elle cogna son verre contre mon whisky. Vous échappez à une scène vous-même? Je pris une gorgée, la chaleur se propageant dans le nouvel espace vide en moi. Quelque chose comme ça. Je viens de décider d'arrêter de résoudre un puzzle qui ne voulait pas être résolu. Elle hocha la tête comme si elle comprenait parfaitement. Nous avons parlé de la musique horrible de la fête, de l'art étrange sur les murs, d'un documentaire que nous avions tous les deux vu. C'était facile, léger, sans sous-entendu, sans marcher sur des œufs. C'était une conversation, pas une négociation. C'est alors que le nuage de tempête est arrivé. Léa se matérialisa à mon coude, son énergie un crépitement de chaleur furieuse. Elle avait quitté les genoux de Lucas. Son visage était rouge, non pas à cause de l'alcool, mais de l'indignation. « Qu'est-ce que tu fous, Julien » siffla-t-elle, sa voix une lame basse et acérée destinée à moi seul. « Tu essaies de me mettre dans l'embarras? De prouver je ne sais quel point pathétique. » Je me suis tourné lentement. Je l'ai regardée. Vraiment regardée. La femme que j'avais aimée, la femme avec qui j'avais projeté un avenir. Maintenant juste une personne vibrant de colère sur un sol collant. Je ne ressentis rien. Ni blessure, ni amour, ni colère, juste une pitié distante et observatrice. Je jetai un coup d'œil à Chloé, qui observait avec des yeux curieux et calmes, puis je me retournai vers Léa. Ma voix était plate, calme comme un lac placide. Je me fais de nouveaux amis. Tu m'as inspiré. Elle tressaillit comme si je l'avais giflée. Le scénario était tout faux. J'étais censé supplier, argumenter, me justifier. Mon calme était une arme qu'elle ne savait pas comment contrer. Nous n'avons pas fini de parler, bafouilla-t-elle, son volume augmentant. Tu ne peux pas simplement t'en aller et flirter avec quelqu'un. Nous devons parler de ça. Je finis mon whisky, posai le verre avec un léger clic. Je me tournai complètement vers Chloé, offrant mon épaule à Léa. Cette fête est morte, dis-je à Chloé, mon ton revenant à celui, décontracté, que nous utilisions. Je connais un super endroit tranquille pour un vrai verre. Intéressé? Les yeux de Chloé allèrent de moi à une Léa bouillonnante. Un petit sourire compréhensif effleura ses lèvres. Elle n'était pas un pion. Elle était une conspiratrice consentante dans mon évasion. Absolument, dit-elle, sa voix claire. J'ai atteint ma limite de blockchain pour la nuit. Léa resta là, totalement ignorée pendant que nous rassemblions nos affaires. Je ne lui ai pas adressé un autre mot. Je n'ai pas regardé en arrière alors que nous nous frayions un chemin à travers la foule vers la porte. La dernière chose que j'entendis fut le son étranglé et furieux de son appel à mon nom, avalé par la musique assourdissante. Dehors, l'air frais de la nuit était un baptême. Je pris une profonde inspiration. Alors, dit Chloé légèrement alors que nous marchions vers la rue. Un puzzle qui ne voulait pas être résolu, hein. Quelque chose comme ça, dis-je en sortant mon téléphone. Avant même de le déverrouiller, je suis allé dans mes paramètres et j'ai mis en sourdine les notifications de Léa, appel, texto, tout. Je ne l'ai pas bloqué. Ce serait une action, une réaction. C'était plus simple. C'était le silence.
Je regardais Chloé sous le lampadaire. L'endroit tranquille s'appelle l'Ancre. C'est à environ 10 minutes de marche. Bonne sélection de whisky. Montre le chemin, héros, dit-elle. Et je l'ai fait. Je me suis éloigné du problème, et je n'ai pas regardé en arrière une seule fois. La première semaine fut un syndrome du membre fantôme du cœur. Je me réveillais et attrapais mon téléphone, la mémoire musculaire cherchant son texto de « bonjour ». Le silence qui m'accueillait à la place était un poids physique sur ma poitrine. Je voyais un mème en ligne et je pensais, Léa rirait de ça, avant que le souvenir de son rire sur les genoux de Lucas ne tranche cette pensée, laissant une coupure nette et froide. La douleur n'était pas un cri. C'était un bourdonnement constant et de faible intensité, comme l'acouphène après un concert trop bruyant. Mais j'avais pris une décision à cette fête. Une coupe nette et chirurgicale. Je l'ai honorée. Je n'ai pas réactivé ses notifications. J'ai supprimé son numéro. Pas bloqué. Supprimé. Bloqué semblait être un engagement, une ligne de bataille. La suppression était une gomme. J'ai archivé toutes nos photos dans un dossier caché sur un service de cloud auquel je n'accéderai pas. Je n'essayais pas de détruire le passé, je le mettais simplement dans une boîte et le rangeais dans un grenier mental. Loin des yeux, loin de l'esprit quotidien. Mon ami Simon, qui avait été à la fête et avait vu toute la misérable finale, est devenu mon encre. Il n'a pas insisté pour avoir des détails. Il s'est juste montré. Tu as une sale mine, dit-il le 3e jour, entrant dans mon appartement avec un pack de 6 bières et un sac de bretzels grotesquement salés, mais aussi bizarrement calme. Je me sens vide, admis-je en ouvrant une bière. Mais le vide est à moi. Il n'est plus rempli de son bruit. Le bruit étant la voix de Lucas dans ton oreille, demanda Simon, toujours aussi direct. Le bruit étant la négociation constante, dis-je. Est-ce que c'est acceptable? Suis-je en train de devenir fou? Comment formuler ça pour qu'elle ne se mette pas sur la défensive? Ce bruit a disparu. Le silence est brutal, mais il est honnête. Simon hocha la tête. Et maintenant? Maintenant, dis-je en regardant mon appartement qui portait encore ses traces, un élastique à cheveux sur la table de chevet, une marque de thé spécifique dans le placard. Je nettoie. Je ne parlais pas seulement physiquement, bien que j'ai commencé par là. J'ai mis en sac les élastiques, le pull oublié, les produits à moitié utilisés dans ma salle de bain. J'ai donné le thé à Simon. J'ai réarrangé les meubles. J'exorcisais la géographie. Puis j'ai commencé à construire une nouvelle routine. L'anxiété qui avait été autrefois dépensée à analyser les textos et les publications de Léa sur les réseaux sociaux avait besoin d'un nouveau canal. Je l'ai canalisé vers la salle de sport. Le cliquetis des poids, la brûlure dans mes muscles, la métrique pure et simple du progrès, ajouter 2 kilos de plus, tenir une planche pendant 30 secondes de plus, c'était un langage que mon corps comprenait. Il ne s'agissait pas de se muscler par vengeance. Il s'agissait de réappropriation. Ce corps, cet esprit avait été un habitat pour son drame. Maintenant, c'était à nouveau le mien. Je me suis replongé dans une vieille passion, le travail du bois. J'avais laissé mon petit atelier dans le garage prendre la poussière parce que les week-ends étaient pour le temps de couple, ce qui signifiait souvent suivre Léa à n'importe quel brunch ou événement qu'elle avait prévu. Maintenant, l'odeur de la sueur et de l'huile de lin est devenue ma thérapie. J'ai commencé un projet simple, un pupitre en merisier. La concentration qu'il exigeait était totale. Il n'y avait pas de place dans ma tête pour Léa quand je m'inquiétais d'un assemblage à queue d'aronde. Chloé et moi avons eu quelques autres rendez-vous. Ils étaient faciles, amusants. Elle était vive et indépendante, avec une carrière qu'elle aimait et un groupe d'amis qui ne semblait pas fonctionner sur des ultimatums dramatiques. Il n'y avait pas de pression. Nous étions tous les deux, comme elle le disait, en train de profiter de la paix après la tempête. Elle était un symbole du possible, une preuve de concept que les conversations pouvaient être directes et la vie légère. J'étais, pour la première fois depuis des années, en paix. C'était une paix calme et solennelle, mais c'était la mienne. L'effondrement du monde de Léa m'est parvenu par fragments, comme des nouvelles d'un pays lointain et en ruine. Cela a commencé environ 3 semaines plus tard. Simon est venu, un air d'amusement sombre sur le visage. Alors, dit-il en s'installant sur mon canapé fraîchement réarrangé. La saga Léa et Lucas.
Ça s'accélère. Je ponçais le pupitre. Le va-et-vient rythmique était un son apaisant. Je n'ai pas levé les yeux. Je n'ai pas besoin d'un compte-rendu détaillé, mec. Tu vas vouloir entendre celui-ci, insista-t-il. Je les ai vus au comptoir hier. Il pérorait, aussi fort que d'habitude, lui tenant la main comme un trophée. Elle avait l'air tendue, pas heureuse, comme si elle attendait qu'il dise la mauvaise chose, ce qu'il faisait constamment. Je continuai à poncer. Puis, continua Simon, il va au bar pour une autre tournée et un type, juste un gars au hasard, commence à parler à Léa. Poli, inoffensif. Lucas revient, voit ça, et perd complètement son sang-froid. Pas bruyamment, mais glacialement. Il l'entraîne à l'écart, commence à lui siffler à l'oreille. Elle avait l'air embarrassée et petite. Je n'ai jamais vu Léa avoir l'air petite avant. Une lueur de quelque chose me traversa. Pas de la sympathie, mais une reconnaissance froide. Le contrôle dont elle m'avait accusé de vouloir était maintenant appliqué avec une main grossière et évidente par lui. Je ne dis rien. Le papier de verre allait et venait. Le rapport suivant est venu via les réseaux sociaux par accident. Je parcourais les stories Instagram et un ami commun, Hugo, avait posté un clip d'un barbecue. À l'arrière-plan flou, près du grill, on pouvait voir Léa et Lucas. Ils se disputaient. Ses bras étaient croisés, sa posture défensive. Il gesticulait sauvagement, son visage un masque de mépris. Le clip durait 10 secondes. Ce n'était pas le sujet de la story de Hugo, juste une tranche de vie malheureuse dans le coin de l'image. Je l'ai regardé une fois, puis j'ai continué. C'était comme regarder un documentaire animalier. Une semaine plus tard, les rapports de Simon devinrent plus sombres. Ok, ça devient compliqué, dit-il, son humour habituel disparut. Donc, Lucas a pratiquement emménagé chez elle après ton départ. Genre, immédiatement. Je suppose que sa sous-location était terminée. Maintenant, selon Camille, qui lui parle encore on ne sait comment, il a accidenté sa voiture. Sa voiture, Julien. Il l'a prise, l'a enroulée autour d'un panneau de signalisation. Il va bien, bien sûr. Je levai les yeux de la teinture du pupitre maintenant terminée. Est-ce qu'elle va bien, physiquement? Oui, elle n'était pas dedans. Financièrement? Non. Le gars n'a pas d'assurance. Genre, littéralement. Et apparemment, il dit que ce n'est pas grave et qu'elle devrait se calmer. Le devis de réparation s'élevait à plusieurs milliers d'euros. C'est elle qui est responsable. Je suis retourné à la teinture, la riche teinte noyée s'imprégnant dans le grain. Je ressentis un écho lointain, comme un radar détectant un naufrage au large, mais aucune envie de lancer un canot de sauvetage. Le coup de grâce, dit Simon, c'était à la soirée jeu de Théo le week-end dernier. Ils sont arrivés et on aurait pu couper la tension au couteau. Ils se moquaient d'elle parce qu'elle était stressée pour l'argent de la voiture. La traiter de capricieuse et de fardeau, ces mots, selon Théo. Léa s'est mise à pleurer. De vraies larmes. Et Lucas a juste levé les yeux au ciel et est parti. A pris un Uber, l'a laissé là, en larmes. C'est Théo qui a dû la ramener chez elle. L'image était saisissante. Léa, qui avait toujours été si farouchement en contrôle de notre narration, qui avait rejeté mes préoccupations comme un fardeau, était maintenant publiquement réduite aux larmes par l'homme même qu'elle avait choisi. L'ironie était si parfaite, c'était presque littéraire. Et pourtant, je ne ressentais rien pour elle, seulement un sentiment croissant d'avoir échappé à un bâtiment en train de s'effondrer quelques secondes avant que tout ne s'effondre sur lui-même. Cette nuit-là, alors que je plaçais le pupitre fini sur mon étagère vide, mon téléphone vibra, affichant un texto d'un numéro inconnu. Mais je connaissais la cadence des mots. Numéro inconnu, Julien, nous devons parler. C'est important. Le ton était si familier. Impérieux. Présumant l'importance. Présumant l'accès. Le fantôme du membre fantôme tressaillit, mais il n'y avait pas de douleur, juste le souvenir d'une vieille sensation. Je regardai le message un long moment. Je ne ressentis ni colère, ni désir, ni curiosité. Je ressentis un désintérêt profond et simple. Mon pouce se déplaça vers l'écran. Je n'ai pas tapé de réponse. Je n'ai pas bloqué le numéro. J'ai simplement sélectionné le message et appuyé sur supprimer.
Puis j'ai posé mon téléphone face contre table sur le nouveau pupitre. Le silence dans mon appartement n'était plus vide. Il était plein de l'odeur de la teinture à bois, de la satisfaction du travail accompli, de la certitude tranquille que j'étais exactement là où je devais être. Son problème était maintenant définitivement le sien. Et à en juger par ce que j'entendais, c'était un problème bien plus grand que je ne l'avais jamais été. Le texto supprimé était un caillou jeté dans les temps calmes de ma nouvelle vie. Les ondulations étaient petites, des choses lointaines. Je les ai senties, reconnues, et les ai regardées s'estomper. Le silence qui a suivi était plus épais, comme si Léa retenait son souffle de l'autre côté du monde qu'elle avait choisi. Les ondulations revinrent avec insistance une semaine plus tard. Numéro inconnu, je suis désolé pour la fête. C'était odieux de ma part. Pouvons-nous juste parler? Je l'ai supprimé. Puis, 2 jours plus tard, numéro inconnu, Lucas est sorti de ma vie. C'est fini. C'était une énorme erreur. Pouvons-nous s'il te plaît parler? La formulation était révélatrice. Pas, j'ai fait une erreur. C'était une erreur. Toujours en train d'externaliser. Se présentant toujours comme une passagère dans sa propre vie. Je l'ai supprimé. Mais la froide curiosité d'un scientifique observant une expérience ratée m'a fait en parler à Simon. Elle se rend compte que le plaisir a un prix, grognatait-il en me repérant à la salle de sport. Un prix en forme de voiture détruite et d'ego brisé. Tu es sa police d'assurance, celle vers qui elle pense pouvoir se tourner. Il avait raison. Je n'étais plus une personne pour elle. J'étais un bouton de réinitialisation, un port d'attache dont elle s'était éloignée avec suffisance, pour découvrir que le large était plein de requins. L'ondulation suivante n'était pas un texto. C'était un appel téléphonique. Le numéro était différent, mais l'indicatif régional était celui que j'associais à Camille, la plus fidèle lieutenante de Léa, celle qui avait toujours aimé ma stabilité pour Léa tout en enviant secrètement, je pense, l'étincelle de Lucas. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. 1 heure plus tard, la notification est apparue. J'ai écouté, les mains fermes alors que je chargeais des disques sur la barre. Julien, c'est Camille. Sa voix était une piètre imitation de raison compatissante. Écoute, je sais qu'elle a merdé, d'accord? Elle le sait aussi. Mais mon Dieu, Julien, elle souffre vraiment. Lucas était un vrai psychopathe. Tout était un mensonge. Il l'a utilisé. Il l'a volé. Je pense qu'il a même pris son ordinateur portable quand il est finalement parti. Elle est anéantie. Elle a juste besoin de s'excuser auprès de toi correctement, de s'expliquer. Ne peux-tu pas être le plus grand des deux? Écoute-la, c'est tout. Tu as toujours été si bon avec elle. Le message s'est terminé. Être le plus grand des deux. Le dernier recours de ceux qui n'ont aucune revendication légitime. La tentative de culpabilisation morale de la victime pour qu'elle nettoie le désordre du coupable. J'ai fini ma série, mes muscles brûlant d'un effort pur. Puis j'ai rappelé le numéro. Il a sonné une fois avant qu'elle ne décroche. Julien? Oh, Dieu merci. Camille, dis-je, ma voix égale, polie, comme on s'adresserait à un représentant du service client. J'ai eu ton message. Alors, tu vas lui parler? L'espoir dans sa voix était irritant. Non, dis-je. J'apprécie que tu aies appelé, mais Léa et moi n'avons rien à nous dire. J'espère qu'elle va bien, mais son bien-être ne me concerne pas. S'il te plaît, ne m'appelle plus à ce sujet. Il y eut un silence stupéfait à l'autre bout. Je n'avais jamais parlé à Camille comme ça. Ferme, sans émotion, un mur de briques là où elle s'attendait à trouver une porte ouverte. La politesse le rendait inamovible. Mais après tout ce que vous avez eu, tu vas juste l'abandonner quand elle est au plus bas? Son ton changea, devenant accusateur. Au revoir, Camille, dis-je, et j'ai mis fin à l'appel. J'ai bloqué ce numéro. C'était le premier que je bloquais. Une limite, nette et simple. Le dernier message vocal est arrivé quelques jours plus tard, dans le silence profond d'un dimanche matin. Il venait du numéro inconnu d'origine. La voix de Léa était une chose brute, éraillée, dépouillée de toute son ancienne suffisance, vibrant d'une panique si profonde que c'était presque du statique. Julien, c'est moi. Il est parti.
Il a juste fait une valise et est parti. Il a pris mon ordinateur portable, ma boîte à bijoux, l'argent que j'avais dans le tiroir de la cuisine. Il est parti. Et tout le monde a juste pitié de moi, ou il rit. La copine de Hugo m'a vu pleurer dans ma voiture et est juste passée sans s'arrêter. Je n'ai personne. J'ai besoin de toi. Tu as toujours été mon rocher. Tu étais ma maison. J'ai fait une terrible, terrible erreur. S'il te plaît, rappelle-moi. Je ferai n'importe quoi. J'irai en thérapie. Je ne parlerai plus jamais à un autre homme. Juste s'il te plaît. Je suis si seul. Le message a atteint sa limite de 3 minutes et s'est coupé. Je me suis assis à ma table de cuisine, la lumière du soleil entrant à flot, peignant mon pupitre en merisier fini d'une lueur chaude. En moi, il n'y avait pas de joie mauvaise, pas de danse de la victoire. Il n'y avait tout simplement rien. Une vaste étendue silencieuse où son drame n'était plus qu'un écho faible et minuscule d'un pays dont j'avais définitivement émigré. Sa souffrance était réelle, mais c'était la sienne. Elle appartenait à la vie qu'elle avait choisie quand elle s'était assise sur ses genoux. Je n'en ressentais aucune propriété et aucun désir de partager son fardeau. J'ai supprimé le message vocal. La confrontation finale n'a pas eu lieu parce que je l'ai cherchée, mais parce que la ville n'est pas si grande, et la vie a un sens du timing poétique. C'était un samedi, au marché de la Croix-Rousse, en plein centre-ville. J'étais avec Chloé. Nous étions dans ce qu'elle appelait notre « routine du samedi ». Café à la main, sac réutilisable sur l'épaule, débattant du fromage artisanal à acheter. Nous étions bien ensemble. Nous nous tenions la main, non pas pour le spectacle, mais parce que nous aimions ça. Elle me racontait une histoire drôle sur un client de son cabinet d'architecture, et je riais, vraiment riais, le son venant d'un lieu de joie simple. C'est là que je l'ai vue. Léa se tenait près d'un étal vendant du chou frisé d'aspect flétri, seule. Elle semblait diminuer. Ses vêtements étaient froissés. Ses cheveux manquaient de leur style féroce habituel. Elle fixait un bouquet de carottes sans les voir. Elle ressemblait à un fantôme hantant sa propre vie. Elle a dû sentir le poids d'un regard car elle a levé la tête. Ses yeux se sont accrochés aux miens. Un sursaut la traversa. Un choc, suivi d'un espoir désespéré, noyé. Puis ses yeux se sont portés sur Chloé, sur nos mains jointes, et l'espoir s'est aigri en quelque chose de laid et de brut. Elle m'a regardé de nouveau, une accusation silencieuse et blessée dans ses yeux. Comment oses-tu être heureux? Elle s'est approchée, chaque pas semblant lui coûter. Chloé sentit ma main se resserrer légèrement et suivit mon regard. Elle n'a pas lâché ma main. Julien. La voix de Léa était une feuille sèche raclant le pavé. Je me suis tourné complètement. Oh, salut, Léa. Mon ton était celui que j'utiliserais pour un collègue que je reconnais à peine d'un autre département. Poli, distant et indifférent. Elle tressaillit au son. Ses yeux, aux paupières rouges et fatiguées, allèrent de nouveau de Chloé à moi. Tu as l'air en forme. Les mots étaient des cendres dans sa bouche. Merci, dis-je, une simple reconnaissance de fait. On peut parler, lâcha-t-elle, les lignes répétées de ses messages vocaux se bousculant. Juste 5 minutes. J'ai traversé l'enfer. Tu n'as aucune idée. Je secouai légèrement la tête, un geste décontracté. Le mouvement était final. Il n'y a rien à dire, Léa. Le rejet calme, délivré en public, brisa quelque chose en elle. Le regard blessé se durcit en un éclair de sa vieille colère arrogante. Alors c'est tout, siffla-t-elle, sa voix basse mais vibrante. Après 3 ans, tu me remplaces et c'est tout? Tu ne te soucies même pas de ce qu'il m'a fait, de ce qu'il m'a pris. J'ai regardé Chloé alors. Je n'ai vu aucune jalousie, aucune anxiété dans ses yeux, juste une présence calme et stable. Une partenaire. J'ai serré sa main, une communication silencieuse qu'elle a parfaitement comprise. Puis je me suis retourné vers Léa. Je me soucie de la vie que je construis maintenant, dis-je, ma voix claire et calme, ne portant aucune méchanceté, aucune chaleur, juste une vérité simple et inattaquable. Le passé est sans importance. Je te souhaite le meilleur, vraiment, mais c'est fini entre nous. Je me suis tourné vers Chloé, la conversation déjà un dossier clos dans mon esprit. Prête?
Le type avec le cheddar incroyable est sur le point de remballer. Bien sûr, dit Chloé, sa voix chaude. Elle offrit à Léa un hochement de tête qui ne contenait aucune hostilité, seulement une distance profonde et infranchissable. Prends soin de toi. Et nous nous sommes éloignés. Nous nous sommes fondus de nouveau dans le flot du marché, la lumière du soleil, l'odeur du pain frais et du café. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'avais pas besoin de le faire. Je pouvais la sentir debout là, une statue de regret et de rage, figée à un endroit que j'avais déjà laissé des kilomètres derrière moi. Alors que nous goûtions le cheddar fort et parfait, Chloé me donna un petit coup d'épaule. Ça va? Je pris un moment pour scanner mon paysage intérieur. Il n'y avait pas de tumulte, pas d'amertume persistante, pas même de pitié. Il y avait juste le goût du bon fromage, la chaleur du soleil, et la main calme et stable dans la mienne. Ouais, dis-je, et je le pensais avec chaque parcelle silencieuse et reconstruite de mon âme. Je vais vraiment, vraiment bien. Le problème avait disparu.